Pascal Toggenburger. Bonjour Pascal pour la FFIE. Vous allez vous présenter, hein. Je vais vous laisser vous présenter. Caroline Gatineau, vous nous rejoignez, et Véronique Velez aussi pour l'USH. Et Caroline Gatineau pour Schneider Electric. Il y a 3 chaises normalement, donc ça devrait aller. Vous avez 2 micros, donc il va falloir que vous partagiez un micro. Voilà, tous les deux. Peut-être pour commencer cette table ronde, on a dit qu'on mettait 20 minutes, on avait à peu près 20 minutes, hein, pour chacune des tables rondes. Peut-être pour commencer cette table ronde, on peut vous laisser vous présenter. Alors, Caroline, un petit tour rapide de présentation, hein. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Là, vous connaissez, il faut allumer le micro. Voilà. Bonjour à tous, donc Caroline Gatineau, société Schneider Electric. Je suis la directrice France e-mobility aujourd'hui avec du coup une activité business avec toute une force de vente aujourd'hui auprès des régions, une équipe aussi solutions et services que l'on intègre et une équipe aussi marketing. Donc l'activité dans sa globalité et c'est un grand plaisir en tout cas d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour, Véronique Velez. Moi, je représente l'Union sociale pour l'habitat, donc la Confédération du logement social, et je m'occupe d'innovation et prospective au sein de la direction de la maîtrise d'ouvrage à l'USH. Et je travaille sur ce sujet de la mobilité électrique et des installations de recharge, voilà, avec plusieurs collègues depuis pas mal de mois. Bien, je suis Pascal Toggenburger, d'abord vice-président de la FFIE, hein, c'est peut-être aussi pour ça que je suis là. Je suis tombé dans les IRVE il y a 10 ans, parce que j'ai créé une société Park and Plug en fait, en 2011. Alors, en 2011, il n'y avait pas beaucoup de véhicules électriques, mais bon, j'y ai cru dès l'origine. J'ai essayé de convaincre au sein de la FFIE nombre de mes collègues en région pour adhérer à ce nouveau mouvement qui s'avère aujourd'hui une marée montante. Et je suis également vice-président d'une association qui s'appelle l'AFOR, l'Association française des opérateurs de charge, parce que c'est un nouveau métier de gérer le service après l'installation d'une borne. Voilà, et je le fais évidemment au sein de ma société qui s'appelle Park and Plug. Voilà. Donc, on avait dit qu'on commencerait peut-être, Véronique, cette table ronde par l'entrée un peu usagée, peut-être pour rappeler aujourd'hui dans le parc social combien vous avez de places de parking, combien d'actions équipées. Bon, enfin, redonner quelques chiffres et quelques éléments en perspective. Je peux donner quelques éléments de contexte. Alors, je n'avais pas le même chiffre que la FFIE tout de suite parce que j'avais 90% moi, des recharges se feraient dans les résidences. C'était une étude, un sondage BVA Enedis. Je ne sais pas s'il y a un représentant d'Enedis. Mais bon, voilà, du coup, on part de ça. Effectivement, nous, on a aussi 5 millions de logements sociaux, donc 85% est du logement collectif. Donc, pour les 750 000 logements individuels, il n'y a pas de souci. Mais sur le collectif, ça représente un nombre de places de parking très important. Je n'ai pas le chiffre globalement, mais c'est plusieurs millions. C'est plusieurs millions sur lesquels les bailleurs se sont emparés du sujet pour mettre en place une stratégie de déploiement de services de mobilité électrique. Voilà. Et ce qu'on souhaite et ce qu'on met avant tout, c'est les locataires au milieu de cette nouvelle offre. Et pour l'instant, on n'a pas abouti à quelque chose de concret. Donc, il y a des… Comment dire, on répond au droit à la prise. Il y a un certain nombre de places, mais pour l'instant, ça reste minime. Il doit y en avoir, on a fait une enquête en ligne, je pourrais vous donner des chiffres, mais on doit en avoir 200 ou 300 sur ces plusieurs millions de places. Donc, c'est vraiment un frémissement, le marché qui démarre. Et on est en train de chercher avec Enedis, avec des consultants qui nous accompagnent, donc e-mobility expert et MAICI, le modèle économique pour que l'offre soit utilisée par les locataires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sursollicité, très sollicité par les locataires? Ils vous disent il me faut une borne pour recharger ma voiture ou… De plus en plus. De plus en plus. Alors, on est sollicité par les locataires, par les habitants, mais aussi ça peut être par des résidents, des voisins qui habitent à proximité d'une résidence sociale et qui voudraient utiliser des places de parking ou qui peuvent avoir des véhicules professionnels électriques. Oui. Alors, on dit… Oui. Caroline, pour continuer, on disait finalement, là, on a la voiture. Avant, on ne parlait pas du tout dans la partie électrique de la voiture, mais aujourd'hui, la voiture, elle rentre dans le bâtiment, elle est connectée au bâtiment. Et donc, effectivement, ça change tout aussi pour les opérateurs comme vous. Exactement.
En tant que fabricant aujourd'hui de bornes, on ne veut surtout pas aujourd'hui se concentrer que sur le produit, mais sur l'usage en fait aujourd'hui. Donc l'usage en fait dans le résidentiel individuel et collectif, dans le tertiaire, aujourd'hui aussi bien dans le monde du bâtiment, du retail. Donc ça, c'est vraiment créer. En fait, créer aujourd'hui la valeur ajoutée. Le retail, il faut préciser. Le retail, c'est ouais. tout ce qui va être grande surface. Les grandes surfaces, tout ce qui va être, je ne vais pas donner de marque, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais voilà, dans tout ce qui va être grande surface. Ce qui va être clé aujourd'hui, c'est comment en fait on s'intègre dans le bâtiment. Comment aujourd'hui, tout à l'heure on parlait, et j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est ces deux mots-clés chez Schneider, c'est le digital et l'électricité, que tout à l'heure c'était Emmanuel. Donc c'est comment aujourd'hui intégrer cet usage de la mobilité électrique au sein du bâtiment. Comment le mettre en fait en termes d'usage. On a aujourd'hui des moyens de gestion d'énergie qui nous permettent d'aller contrôler notre énergie, d'aller mesurer l'énergie. Et c'est aujourd'hui comment, à partir du bâtiment, on peut en fait intégrer la mobilité électrique et donner à l'utilisateur aujourd'hui un usage, c'est-à-dire qu'il puisse en fait aujourd'hui se charger, à l'exploitant aujourd'hui de dire comment aujourd'hui je manage l'énergie, parce que du coup il y a un appel d'énergie de 40% qui va arriver assez rapidement avec la sursollicitation aujourd'hui de la demande de prise et de bornes. Et c'est comment en fait bien intégrer dans toute la partie software aujourd'hui du digital des bâtiments et de bien intégrer en usage comme la clim, comme le chauffage, et de pouvoir réguler la puissance avec le besoin demandé. Oui. Pascal, on continue ce premier tour de table sur vous faites des pilotages, je crois, de chargeurs sur des bus. Donc, on voit aussi que la mobilité électrique, ça concerne effectivement le logement, mais c'est pas que le logement. C'est aujourd'hui, c'est dans le déplacement de manière globale. Oui, dans tous les usages, on a déporté nos applications collectives résidentielles qui nous amenaient de 2011 à 2020 sur des applicatifs en fait pour gérer les stations de charge pour les bus, les dépôts de bus, parce que les bus deviennent aussi électriques avec d'autres contraintes. Évidemment, c'est une gestion plus professionnelle et industrielle avec de la sécurité. Et je crois qu'aujourd'hui, on est pour aussi parler de l'intelligence de la charge. Donc, je voudrais quand même dire que sans l'intelligence de la charge et sans le développement IT, donc technologique qu'on peut apporter, on va aller sur une surenchère du déploiement de postes de transformation et on risque de ne pas maîtriser la puissance électrique en fait disponible. Donc, pour bien la maîtriser, pour pas que l'utilisateur de la borne demande une charge à 20 h et qu'à 20 h, quand tout le monde fait fonctionner sa cuisine avec son induction, on vienne surenchérir le pic de puissance qui naturellement se passe en hiver pour éviter en fait l'emballement électrique. Alors c'est pas catastrophique ce que je vous raconte, mais c'est des cas d'usage très classiques qu'on doit gérer et démarrer plutôt la charge à un moment donné où le pic ne s'est plus produit. Donc pour les bus électriques, c'est la même chose. Ça demande beaucoup d'énergie, un bus pour rouler, pour faire son trajet quotidien. Et donc, on va appliquer la même intelligence de charge en fait, à des applications plus industrielles. Oui, Véronique, ça veut dire qu'il faut repenser aussi, là, je parle à toutes les deux, et Caroline, il faut repenser l'architecture du bâtiment. Ce que vous dites, c'est quelque part, il faut qu'au niveau numérique, ce bâtiment puisse gérer ces différentes données qui vont remonter, donc ça change aussi les usages des locataires. Oui, absolument. Alors, on est loin d'être partout sur des bâtiments connectés, numériques, et d'avoir du BOSS, etc. Donc, c'est vraiment les prémices. C'est vraiment les prémices, et on est aussi sur des démarches plutôt, si possible, le plus simple possible, voire low cost, qui ne génèrent pas de frais de maintenance supplémentaires. Donc, bâtiments connectés, bien sûr, mais il n'y a pas que. On est aussi sur beaucoup des démarches d'économie circulaire, d'offres le plus simple possible qui seront utilisées par l'habitant, parce que des solutions techniques, on va en trouver. On va en mettre en place, ça, il n'y a pas de souci. Mais après, si l'offre ne correspond pas aux besoins, il y a un problème. Oui, c'est intéressant d'avoir le maître d'ouvrage aussi qui a cette table ronde, parce que ce que j'entends, si vous dites effectivement, il y a sur l'usage et aussi sur les coûts. Donc, il faut arriver à mettre cette montée en gamme, cette montée technologique en trouvant des nouveaux modèles. Est-ce que vous avez des nouveaux modèles? Est-ce que le locataire aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que c'est le locataire qui va payer ou c'est l'ensemble de… C'est vous qui… c'est le gestionnaire qui va payer? Il y a différents scénarios possibles. On peut prendre en charge l'infrastructure collective.
Le locataire prend en charge et peut avoir des subventions pour la borne de recharge. Il y a le coût, il y a les frais d'électricité. Tout ça, voilà, on a répertorié 4 scénarios possibles là-dessus. Et puis, chaque bailleur pourra avoir sans doute plusieurs scénarios en fonction du type de résidence, en fonction de la situation géographique. Donc, ce n'est pas arrêté. Certains lancent des appels d'offres en ce moment et donc, ils ont des opérateurs. Ils peuvent choisir plusieurs opérateurs, voire plusieurs opérateurs qui vont intervenir sur un même parking. Donc, voilà, ça démarre. Il y a un frémissement de l'offre, effectivement, en ce moment. Caroline, oui, pour revenir à vous, sur les appels de puissance, pour faire écho à ce que disait Pascal, comment vous gérez ça au niveau des bornes, finalement, les appels de puissance, c'est-à-dire je rentre, j'imagine, tout le monde rentre avec sa voiture le soir et charge sa voiture, lance le lave-vaisselle, le lave-linge, et donc comment on gère et le chauffage et comment on gère l'appel de puissance? Alors, il y a 2 approches, tout dépend si justement on est sur un collectif qui est déjà aujourd'hui existant. Et après, il y a la partie neuve aussi. Donc, c'est 2 approches qu'on a complètement différentes. Sur l'approche, en fait, si on est du coup directement dans le collectif, c'est de regarder aujourd'hui la valeur, la sollicitation qui est demandée. Si du coup, quand on répond aujourd'hui, quand on est sollicité aussi bien par les clients finaux qui nous sollicitent ou certains intégrateurs, installateurs qu'on parlait tout à l'heure, c'est de savoir aujourd'hui quelle va être la nécessité, si c'est du coup avec un opérateur ou sans opérateur. Donc nous, on est aujourd'hui interopérable, donc du coup, nos bornes là-dessus, on peut être avec tous les opérateurs, savoir s'ils veulent plutôt une approche d'abonnement ou une approche en fait de consommation. Donc ça, c'est 2 approches encore différentes. C'est comment accompagner. Nous, dans notre approche aujourd'hui client en globalité, aussi bien pour le résidentiel que pour le tertiaire, c'est de faire en fait dans la chaîne de valeur d'être de A à Z, de l'audit jusqu'à la maintenance. Alors, ce n'est pas Schneider qui prend la globalité du savoir-faire. La compétence, elle est avec des acteurs de la filière. Et aujourd'hui, c'est comment bien guider des acteurs déjà qui se posent beaucoup de questions, parce que c'est aussi ça, aussi bien le tertiaire dans le collectif, c'est de faire un audit, de voir aujourd'hui l'état du bâtiment, sa puissance en fait accessible, qu'est-ce qu'on peut aussi amener comme proposition de valeur. Et ensuite, on arrive avec les différents acteurs de tout l'écosystème pour arriver en fait jusqu'à la partie maintenance. Oui, alors je tire le fil sur ce coup, puisqu'on a la chance aussi d'avoir vous, l'USH, on a la Poste aussi qui est dans la salle, bon, et plein de maîtres d'ouvrage qui nous écoutent aussi à distance. Pascal, en termes d'évaluation des coûts de travaux, je crois qu'il y a aussi, on en avait parlé en préparant cette table ronde, on avait dit qu'il y a une opération bienvenue qui a été faite. Est-ce que vous pouvez donner quelques chiffres et quelques éléments? Oui, alors d'abord, en termes de chiffres, on a déployé en France depuis 2017 4 500 bornes de charge en résidentiel collectif. Il y a environ 900 000 places de parking en France dans le secteur privé et social. Donc, ça vous montre quand même le gap qu'on doit franchir pour au moins alimenter 20% des places de parking dans les immeubles. Pour revenir sur les coûts, donc le coût global d'une borne, donc on a une subvention actuelle à devenir qui est une incitation de l'État c'est un C2E pour diminuer l'impact de l'installation. Donc, on est sur des fourchettes de prix entre 700 € et 1 500 € en fonction de la puissance de la borne et de la qualité, si elle a une prise secondaire ou pas. En fait, voilà, c'est à peu près l'ordre d'idée. Ce qui était intéressant, et je voudrais signaler le dispositif Logivolt porté par la Banque des Territoires, c'est qu'on ne savait pas qui allait payer l'infrastructure collective, parce qu'au-delà de la borne, il faut bien qu'elle soit alimentée par quelque chose. Et cette infrastructure collective, personne ne voulait la payer. Quand vous êtes en copropriété, tout le monde se regarde et personne ne veut mettre la main au porte-monnaie. Quand vous êtes bailleur, c'est pareil. Le bailleur se dit on a déjà suffisamment de coûts, on ne va pas reprendre en plus le coût de l'infrastructure collective. Donc, on a vraiment travaillé, et moi je voulais signer quand même la citation de l'État, pour qu'on puisse dégager un financement intermédiaire où Logivolt prend la place du bailleur ou de la collectivité, de la copropriété, pour financer cette infrastructure collective. Et évidemment, ce remboursement plutôt doux et sur 15 ans va permettre en fait de déclencher les choses, parce que
On peut plus envisager de raccorder une borne, entre guillemets, à la sauvage sur un tableau électrique. Il faut vraiment penser collectif, on est dans le collectif. Et donc, la gestion énergétique doit se faire et l'alimentation doit se faire de manière collective. Et ce coût, cette masse qui est importante, le raccordement et l'amener de puissance jusqu'à la borne, il fallait que quelqu'un la prenne en charge. Alors peut-être que cette première initiative de Logivolt va donner réflexion à d'autres organismes bancaires ou d'autres structures financières pour pouvoir améliorer le dispositif et aider le déploiement des bornes en copropriété et en milieu résidentiel. Alors, je suis d'accord avec vous, c'était bien 90% de la recharge qui doit s'effectuer à la maison, à domicile, donc, ou au bureau. Au bureau, c'est plus facile parce que vous n'avez qu'un décideur, généralement le gestionnaire de la flotte ou de l'entreprise, en fonction de sa taille, et c'est lui qui va décider tout de suite de l'opportunité de mettre des bornes pour ses clients, ses salariés et ses véhicules de service. En revanche, pour la copropriété, comme on est dans le domaine du collectif, c'est compliqué. Alors, ce n'est pas compliqué parce que c'est des bornes, c'est compliqué d'une manière générale parce que quand vous prenez une décision, il faut qu'elle soit collective à la majorité. Et que ce soit un ravalement ou une infrastructure, c'est toujours la même chose. Et donc, heureusement, est ravi d'avoir pu porter des opérations Logivolt, qu'on essaie aussi, et là je prends ma casquette FFIE, qu'on souhaiterait évidemment voir utilisé par un plus grand nombre d'intervenants, parce qu'en France, on est 3000 installateurs électriciens qualifiés pour la pose de bornes, et il n'y a que 6 opérateurs. Alors, vous me dire pourquoi cette différence? Bon, le métier d'opérateur, c'est un métier de service, c'est-à-dire on compte l'énergie, mais au préalable, évidemment, il faut que la borne elle soit installée. Et donc, je pense que la meilleure utilisation de ces dispositifs financiers, ce sera effectivement de l'ouvrir à plus d'acteurs, qu'ils soient opérateurs ou installateurs, à condition que ces acteurs montrent et soient qualifiés en fait, et aient la sécurité financière pour porter des opérations sur 15 ans. Oui, alors, hier, on avait le ministère qui était avec nous sur une conférence. Là, je fais un petit aparté. C'est qui annonce ce soir, il y a Jean Castex qui va parler à la télévision sur le plan de résilience et qui annonçait la sortie du gaz. Donc, on voit que là, je rebondis sur ce que disait Emmanuel Gravier sur l'électrification des usages, y compris les usages de chauffage. On voit tous les usages sont électrifiés. Est-ce que la question que je voulais vous poser, vous, c'est en tant que vice-président de la FFIE, est-ce qu'aujourd'hui les électriciens, on va devant cette masse de travail à la fois sur le chauffage, à la fois sur la mobilité, ces enjeux, est-ce que vous arriverez et puis sur les matières premières aussi, vous arriverez à répondre à la demande? Bien sûr, parce que d'abord, on est déjà, je ne vais pas vous dire le contraire, on est déjà 3000, c'est énorme. Hein. Moi, j'étais étonné de voir ces chiffres, 3000 entreprises en France qualifiées pour la pose de bornes. Ça nécessite une formation, une qualification, l'examen d'un dossier par un organisme certifié écofraqué. Donc, je trouve qu'il y a vraiment la prise de conscience des électriciens, et c'est notre métier. Je veux dire, demain, on ne va plus demander à un électricien de raccorder un chauffe-eau, il y en aura toujours. Mais je veux dire, mais le nouvel usage aujourd'hui, c'est la mobilité électrique. Le nouvel usage, c'est la production photovoltaïque pour alimenter des stations de charge électriques ou des immeubles. Donc, nos métiers, comme disait Emmanuel, nos métiers changent. Nous nous formons, nous obtenons des qualifications, nous travaillons avec des organismes qualifiants et des assureurs, par exemple, sur la garantie qu'on peut apporter à nos clients pour apporter une solution pertinente, pérenne, pas trop coûteuse, parce que c'est vrai que moi, j'entends et je suis sensible à ce que me dit Véronique sur l'USH. On a des clients, entre guillemets, des utilisateurs de bornes dans le milieu social qui vont acheter un véhicule électrique d'occasion, qui ne vont pas forcément acheter une Tesla à 80 000 ou 100 000 euros. Ce n'est pas péjoratif pour Tesla, mais je veux dire, aujourd'hui, on est plutôt parti sur le segment haut de gamme pour redescendre après sur un segment de masse. Et donc, pour tous ces clients et pour tous ces usages, il faut adapter notre offre en fait, au comportement et à l'usage demandé par nos clients. Ben voilà, vous avez fait la conclusion de la table ronde. On peut vous remercier, donc on peut remercier tous les trois et les applaudir. Merci pour cette première table ronde.